Non, c'est vrai que la partie technique, c'est pas simple. Donc on va en parler et spécifiquement sur la partie électrique parce que vous avez été nombreux à nous demander, dire mais vous avez quand même du matériel énergivore, four, machine à laver, etc. Mais comment faites-vous réellement pour avoir cette autonomie? Est-ce que vous êtes branché tous les 2 ou 3 jours? Et bon, on va essayer de vous répondre à tout ça immédiatement. Allez, c'est parti. Mais surtout, essaye de faire simple parce que je voudrais que tu me l'expliques pour que je puisse comprendre. Et mon niveau en électricité est proche de 0. Bah alors là, c'est pas gagné quand même, hein. Mais si, tu vas y arriver. On va faire notre mieux. Alors pour comprendre notre installation électrique, il faut malheureusement commencer dès le départ. C'est comprendre un petit peu les lois de la physique et surtout en électricité. On recherche donc une puissance d'utilisation. Mais une puissance, ça se fait pas tout seul. Il faut de la tension, il faut de l'intensité. Voilà, là ça commence déjà à être un petit peu compliqué. Je risque de perdre tout le monde. Donc c'est pour ça, il faut revenir au commencement. Donc l'électricité a été créée en... Chérie, on a dit simple. Là, je commence déjà à être perdue, alors c'est vraiment pas gagné tout ça. Ok, alors je vais essayer de faire plus simple. La puissance, c'est ce qu'on recherche, toujours exprimé en watts. Puissance égale U fois I. En watts égale des volts par l'intensité. Ah mais là, je crois que j'ai encore perdu tout le monde. Alors, on va prendre un tuyau d'eau. Donc la quantité d'eau qui s'écoule, c'est le débit. Et bien c'est exactement la même chose pour l'intensité, donc ce qui est en ampères, c'est le débit. Par contre, là aussi, quand on veut arroser son jardin, souvent on dit « mets plus de pression, j'en ai pas assez, l'eau s'écoule pas ». Alors qu'est-ce qu'on fait? On tourne le robinet pour mettre plus de pression. Et bien la pression, ce sont les volts. Donc maintenant vous avez compris que pour avoir une certaine puissance de jet d'eau derrière, il faut donc gérer le débit en eau, mais aussi la pression dans le tuyau. Et c'est exactement pareil pour l'électricité. Est-ce que c'est clair pour toi, chérie? Ça me semble un peu plus compréhensible comme ça. Mais bon, on va t'appeler professeur bientôt. Une fois qu'on a compris l'étape du tuyau d'arrosage, pour pouvoir arroser son jardin, il faut déterminer la taille du jardin. C'est une condition sine qua non. On ne peut surtout pas sauter cette étape. Alors là, tout de suite, on va dire « Ah mais si, je sais, on fait à peu près ». Non, pour 2 raisons. La taille du jardin et qu'on a une trop grosse quantité d'eau, on va inonder le jardin. Donc on va avoir des frais supplémentaires. Mais à l'effet inverse, si on sous-estime notre jardin, on aura toujours le jardin qui sera sec et il ne sera jamais correctement arrosé. Donc là, c'est pareil, on doit déterminer le besoin électrique exact. Alors comment il se fait? Tout simplement en listant l'ensemble des appareils qu'on veut. Là pour vous aider, il y a des sites qui mettent à disposition des outils de calcul très simples. Vous rentrez par exemple un ordinateur, vous rentrez la puissance de l'ordinateur, donc le fameux watt qu'on retrouve toujours derrière, soit sur le chargeur, soit sur une étiquette, sur un aspirateur, sur une hotte aspirante, sur un four, sur un téléphone portable. Vous avez toujours la valeur en watts qui est exprimé. Et à côté, vous mettez le nombre d'heures d'utilisation. Exemple, vous allez utiliser un ordinateur 3 heures par jour en rechargement. Donc, on intégrera un ordinateur qui fait par exemple 20 watts, 3 heures de recharge. Et on va lister tous les appareils. À la fin, vous allez donc obtenir une valeur totale. Un exemple, 10 000 watts. Ça veut dire que vous avez besoin de 10 000 watts de puissance par jour. Et après, on va regarder ce que ça va donner sur la semaine, etc. C'est comme ça que tu as déterminé que si je voulais un sèche-cheveux, une machine à café, peut-être un lave-vaisselle ou éventuellement un four, c'est comme ça que tu as pu déterminer combien on allait avoir besoin de puissance derrière, j'ai bien compris? Eh oui mon amour, c'est tout à fait ça. J'ai pris ce dont tu souhaitais emmener, ce que les enfants souhaitaient et ce que je voulais aussi emmener. L'avantage de la puissance, c'est comme l'eau, c'est toujours exprimé dans le temps. Par exemple l'eau, je vous parlais du jardin. C'est toujours exprimé en litres par heure, d'où le débit. Mais les watts, c'est pareil, ce sera toujours exprimé en heures. Donc quand vous voyez sur un appareil une valeur, donc là je vais reprendre le sèche-cheveux pour ma moitié, vous voyez 1800 watts, ça veut dire tout simplement que le sèche-cheveux va consommer 1800 watts sur 1 heure. Bon, est-ce que chérie, ça te paraît déjà un peu plus clair, le calcul de la consommation dont on a besoin de nos appareils? C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Maintenant, ça veut dire qu'il faut vraiment faire une liste de tout ce qu'on veut, parce que sinon, on ne pourra peut-être pas alimenter tous les appareils qu'on veut. C'est tout à fait ça, mon amour. Si on ne liste pas vraiment ce dont on a besoin, alors il y a 2 risques. Le premier risque, c'est que les batteries, elles soient sous-dimensionnées. Ce qui veut dire qu'au bout d'une demi-journée, les batteries soient à plat, plus de lumière, plus rien. Mais à l'effet inverse, si on surdimensionne, on pourrait dire je prends ceinture, bretelle, parachute, la fameuse expression. Donc on va payer plus cher, peut-être porter plus lourd,
plus de câbles, plus de contraintes et le surdimensionnement en électrique ne veut pas dire sécurité non plus. Donc cette étape est très importante. Il ne faut surtout pas la laisser de côté. On prend le temps, on détermine ce dont on a besoin. On prend l'exemple du jardin. On a déterminé la surface de notre jardin. Maintenant, il faut l'arroser. Eh bien, c'est un petit peu ça l'électricité. C'est-à-dire, on va déterminer comment on va arroser notre jardin. Et c'est là où il faut faire très attention. Parce que forcément, il y aura des plus et des moins. C'est trouver le juste milieu. Et malheureusement, il n'y aura jamais de réponse parfaite. Moi, perso, j'adore tenir le raccord pompier et m'éclater comme ça. Ma moitié, elle, plutôt cool. Oui, tranquillement, comme ça, hein. On prend du temps. Donc maintenant que vous avez compris, les volts, c'est la pression et les ampères, c'est bien le débit en eau. Donc les volts, on connaît tous. 220 volts, c'est ce qu'on a dans une maison classique. Le 110 volts, ça c'est pour tout ce qui est partie américaine, Canada. Et après, on a entendu parler des 48 volts, 24 volts, 12 volts. Ces trois voltages, on les retrouve dans les batteries. Donc c'est ce qui va nous intéresser. Parce que forcément, un appareil qui fonctionne en 12 volts ne fonctionnera pas sur du 220 volts. Et à l'effet inverse, un appareil en 220 ne fonctionnera pas sur un 12 volts. C'est d'essayer d'arriver à uniformiser. Bah mon cœur, comment tu veux que je fasse moi un sèche-cheveux en 12 volts Je sais pas faire. Comment c'est possible? Alors oui, il existe maintenant, grâce à la van life, à la nomade attitude, de plus en plus d'appareils qu'on peut trouver en 12 volts et 24 volts qui étaient initialement en 220 volts. Mais attention, il ne faut pas oublier, 220 volts en 12 volts, on réduit la pression. Pour avoir la même puissance derrière, il va falloir donc augmenter le débit. Donc oui, il faut peser toujours le pour et le contre. Est-ce qu'on augmente le débit partout? Est-ce qu'on réduit la pression? Alors une fois qu'on a listé tous les appareils, malheureusement on en a en 220, d'autres en 24, d'autres en 12 volts. L'important c'est d'essayer d'harmoniser le tout. Parfois ce sera possible, mais parfois ce ne sera pas possible. Et c'est là où intervient tout le matériel. Donc maintenant il faut faire un choix sur les batteries 24 volts, 12 volts. Ben c'est bien beau tout ça. Ok pour les équipements du camping-car à 12 et 24 volts, mais mon four, je fais comment avec mon 220 volts? Oui mon cœur, je sais, c'est bien pour ça qu'il faut mettre maintenant ce qu'on appellera des appareillages supplémentaires, puisque comme on a fait le choix d'être en 24 volts, et ton four, ah oui parce que j'adore tes petits plats, donc ça je te le laisse, en 220, il va falloir rajouter de l'appareillage et du câblage. Donc c'est là aussi où est vraiment important de faire les choix dès le départ du matériel qu'on emmène, parce qu'une fois que le choix est fait, malheureusement, il y a la partie technique qui va se mettre en place, et parfois aussi l'investissement financier associé. Bon, maintenant c'est bien clair. Alors, pour notre installation à nous, quel choix t'as fait? Une batterie est bien 12 volts, 160 ampères, c'était notre choix. 12 fois 160 égale 2048 watts. Bon, ça y est, tu m'as encore perdu. Je croyais qu'il nous fallait 11 800 watts. C'est compliqué tout ça. Et oui mon cœur, tu as raison. D'après notre fiche, il nous faut 11 800 watts. On a une batterie qui fait 2048 watts. Et bien il nous faut 6 batteries. Mon cœur, c'est quoi comme batterie qu'on a choisi? Parce que j'ai entendu dire plein de trucs au sujet du lithium, du gel, et il y en a même eu encore une autre, mais j'arrive même pas à me souvenir le nom. Il existe plusieurs batteries. Effectivement, gel, AGM, lithium. Alors, on va essayer de faire simple, même si c'est compliqué. Oui, simple, ce sera super. Il existe deux grandes familles de batteries, on va dire les décharges lentes et les lithium. Donc décharge rapide. Vous avez une batterie qui fait 100 ampères. En décharge lente, elle sera toujours capable de vous donner 100 ampères en continu sur 1 heure. Mais pour ça, il faut donc que vous ayez une consommation lente. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous avez besoin d'un pic de consommation? Par exemple, mon sèche-cheveux. Par exemple, le sèche-cheveux. Quand on met le sèche-cheveux en route, il chauffe pas tout doucement, il souffle pas tout doucement. Ma chère et tendre, elle veut tout de suite la pleine puissance et de l'air chaud. Donc, on va demander tout de suite une pointe de puissance qu'on va appeler les pics de puissance. Ce pic de puissance, la batterie va le donner. Une batterie en décharge lente, pour vous donner ce pic de puissance, elle va être obligée, on va dire, de sacrifier des ampères. Ce qui veut dire que si vous l'utilisez en pleine puissance sur, par exemple, une demi-heure,
elle sera dans l'incapacité de vous donner les fameux 100 de base, mais peut-être plus que 50. Donc ce qui veut dire que vous allez perdre d'autonomie. La différence avec les lithium, c'est que peu importe le pic de puissance, le temps, elle vous restituera globalement toujours la même valeur. Ça veut dire que si vous avez une batterie au lithium de 100, vous pouvez demander beaucoup de puissance, elle vous donnera 100 en très courte période, elle continuera à vous les donner en permanence. Alors que à décharge lente, perdrez de l'autonomie. Deuxième grosse différence, c'est que les batteries décharge lente n'aiment pas être déchargées en dessous de 50%. On peut les endommager de façon définitive. Il faut toujours maintenir une charge au-dessus de 50%. Donc c'est très bien s'il fait beau, quand on roule, c'est toujours en mouvement. Par contre, quand vous restez trop longtemps à un endroit, ne roulez pas, vous ne pouvez pas recharger, il n'y a pas de soleil, attention, on peut endommager les batteries. À la différence des lithium, les lithium, on peut les décharger, alors il est dit jusqu'à 0%. Malgré tout, on limite, on s'arrête à 5%, parce qu'on peut créer des dommages. Et la troisième différence, c'est le temps de charge. Forcément, une lithium mettra beaucoup moins de temps à charger. Il lui faut 3 à 4 fois moins de temps pour être rechargé par rapport à une batterie décharge lente. Dirais-tu, mon amour, que la batterie au lithium est plus performante ou pas? Alors oui, bien sûr, elle est plus performante. Mais c'est comme tout, il y a un coût. Forcément, le fabricant déjà n'utilise pas les mêmes matériaux et il le sait. Vous aurez une économie de confort, rendement, etc. Donc, on vous le fait payer un petit peu. Mais attention, là aussi, les fausses idées et les préjugés. Je vous ai dit dès le départ, lorsqu'on va consommer un pic de puissance, on en a toujours un petit peu, un ventilateur, une pointe de démarrage, etc. Ce qui veut dire que votre batterie décharge lente, vous l'utilisez jamais à 100%. On va être plutôt sur un rendement d'à peu près 70-60%. Ce qui veut dire que pour 100 ampères de batterie décharge lente, vous n'en utiliserez réellement que 60 ampères. Alors qu'une batterie lithium à 100 ampères, vous utiliserez bien 100 ampères. Donc là déjà, on peut dire que pour avoir l'équivalent en puissance d'une lithium, il vous faudra 2 batteries décharge lente. Et là pareil, si on parle de la durée de vie, une batterie en décharge lente est considérée à peu près pour 500 cycles de recharge, alors qu'une batterie au lithium, globalement 3000. Donc maintenant, si on refait la synthèse entre la réelle puissance disponible en décharge lente, les contraintes des décharges lentes, il faut toujours du soleil, rouler, etc. Vous ne pouvez pas vous décharger en dessous de 50%. Et la durée de vie, eh bien honnêtement, vous vous rendez compte que la lithium, oui, restera plus chère, mais pas si plus cher que ce qu'on peut vraiment le penser. Bon, ça y est, je crois que j'ai bien compris la différence 12-24 volts, les batteries, tout ça, le dimensionnement du parc. J'ai bien compris comment il fallait que j'arrose mon jardin, enfin surtout qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir arroser ce grand jardin. Oups, je voulais dire pour utiliser un sèche-cheveux et un four. Bon, c'est presque pareil hein, au bout du compte. Mais maintenant, comment je les recharge mes batteries? Qu'est-ce qu'il me faut? Et oui, donc là maintenant la troisième étape. Donc un petit rappel rapide. Première étape, on détermine le matériel qu'on souhaite emmener. Deuxième étape, on détermine les batteries dont on a besoin versus bien sûr l'aspect économique, est-ce qu'on peut mettre ou pas dans certaines technologies. Et maintenant le troisième point, ben oui, comment on recharge ces batteries maintenant? Donc on a nous plusieurs types de rechargement. On va parler du premier qui est pour nous le principal, les panneaux solaires. Bon, on est drôlement bien là-haut sur le toit. Hein. Moi, je trouve que on a une jolie vue d'ensemble. Et j'ai bien vu hein, tous les panneaux solaires. Alors, les lunettes, c'est parce que là, pour le coup, avec le soleil, c'est vraiment difficile de pouvoir vous regarder en face sans les lunettes. Donc, désolé pour les lunettes. Maintenant, j'ai bien compris pour les panneaux solaires. Ils sont superbes, j'en compte 5. Alors tu m'expliques pourquoi 5? C'était l'option optimum pour notre surface de toit. On est parti sur un chiffre impair. Alors ça pose pas de problème quand le câblage derrière est fait correctement. Mais c'est vrai que dans l'idéal, il vaut mieux partir sur des chiffres pairs, sinon ça vient rajouter du matériel en complément. Il faut savoir que pour les panneaux solaires, c'est très important le choix du panneau solaire. Beaucoup vous diront « Ah, pourquoi pas prendre un plus grand, un plus petit et autres ». Ok, mais alors pourquoi les 5 et pas 6 par exemple? Est-ce que sur notre toit, on aurait eu la place d'en mettre un 6e? Alors, en l'état de la configuration, on n'aurait pas pu en mettre 6. Il aurait fallu réduire la taille des panneaux solaires. Mais qui dit réduire la taille des panneaux solaires, dit donc réduire la puissance de chaque panneau solaire. Donc c'est là où on y revient toujours, c'est l'équilibre entre la puissance recherchée, la puissance disponible avec le matériel et ce qu'on est prêt derrière à investir. Pour rappel, on avait un besoin de 11 800 watts de puissance.
Donc globalement, on a pris 10%, environ 1200 watts. Alors 1200 watts sur des panneaux impairs liés à la surface disponible ne rentrait pas. On est passé sur la valeur légèrement au-dessus, d'où 1800 watts. Donc un panneau fait 360 watts de puissance pour un total de 1800 watts. Et il y en a plusieurs types des panneaux solaires ou ils sont tous pareils? Toi, tu as employé un terme, j'ai pas très bien compris. Tu m'as parlé de monocristallin. Donc il existe deux types de technologies, polycristallin et le monocristallin. La différence est simplement sur la constitution des cellules. Tout simplement comment fonctionne un panneau solaire. On va capter les rayons du soleil, on va les diriger à l'intérieur du panneau solaire. Mais pour faire ça, on va y mettre des prismes. Le rayon du soleil va toucher et on va le guider à l'intérieur. Bon, toujours de façon très schématique, mais pour qu'on comprenne. Le monocristallin, c'est tout simplement la même forme de cristal sur l'ensemble du panneau. Le polycristallin, c'est qu'il y a plusieurs formes. Et qu'est-ce que ça va changer, que ça change de forme? Alors, le polycristallin, à ce jour, est un peu moins performant. Pourquoi? Parce que comme il a plusieurs formes, ce qui peut se passer, c'est que s'il y a un cristal qui est plus grand que le petit frère qui est à côté de lui, ça va lui faire de l'ombre. Qui dit de l'ombre, qui dit ce deuxième cristal n'absorbera pas la lumière, donc l'énergie. C'est pour ça qu'en termes de rendement et d'efficacité, le monocristallin est le plus performant. Cristaux, tous la même forme, ils sont tous à la même hauteur. Il n'y en a pas un qui fait de l'ombre à l'autre. Donc forcément, un petit peu plus cher. La différence entre le polycristallin et le monocristallin est vraiment petite. D'ailleurs, même les fabricants ont tendance à laisser tomber la technologie polycristallin. Donc nous, notre choix, c'est porter définitivement sur le monocristallin. 360 watts. Une autre question, monsieur le professeur. Très bien, je vous écoute, madame. Il existe, j'ai cru comprendre, des panneaux solaires qui étaient souples et d'autres rigides. Pourquoi cette différence? Deux catégories, rigide et souple. Souple, on va dire comme une feuille de papier. Forcément moins cher la construction qu'un rigide, moins de matériaux. Flexibilité, ça bouge vraiment dans tous les sens, donc on adapte parfaitement ce panneau solaire à n'importe quel toit, que ce soit de voiture, de van. L'autre avantage, c'est qu'il est orientable. Vu qu'il est flexible, on peut le tordre un peu. Alors aujourd'hui, les constructeurs disent à peu près 30 degrés. Alors le rigide, mais vous comprenez, c'est tout l'inverse. Rigide, beaucoup plus épais, plus lourd. Donc quand on veut faire des économies de poids pour la consommation, ça augmente la hauteur totale du véhicule. Aujourd'hui, on sait aussi que malheureusement, dans beaucoup d'endroits, on ne peut plus passer, contraignant. Il faut obligatoirement une adaptation, donc des supports. Donc cet ensemble de choses font que ça coûte plus cher et plus de compte. Mais maintenant aussi l'avantage du rigide, plus résistant. Et généralement, ils ont 3,2 mm de verre, on va dire renforcé pour les rayures, etc. que n'a pas du tout un souple. Et la différence encore, c'est le rendement. Qu'un panneau solaire va chauffer. Forcément, les rayons du soleil dessus, en plein cagnard, il chauffe. Et qu'est-ce qui se passe quand il chauffe? Alors quand il chauffe, il va perdre du rendement. Une vraie course au rendement. Dépasser les 25 degrés, vous allez perdre à peu près entre 0,5% et 1% de rendement par degré supplémentaire. Ouais, c'est pas négligeable. Donc ce qui veut dire que quand on arrive à 30 degrés, que ce soit le souple ou le rigide, vous allez perdre beaucoup en rendement. Et le pire, c'est qu'avec le souple, vu qu'il est collé à même la tôle, il va chauffer beaucoup plus vite, alors qu'un rigide n'est jamais collé à la tôle. Vous avez une lame d'air d'environ 1 cm qui le fait refroidir. Donc là aussi, meilleur rendement, mais on y revient. C'est aussi plus cher, une question de coût. Il y a deux sortes, non? Il y a ceux qui vont être non orientables et puis il y en a qu'on va pouvoir orienter, c'est bien ça? L'optimum dans un panneau solaire, où il ne faut pas se mentir, c'est quand le soleil tape de façon perpendiculaire ce fameux prisme. Mais ça, c'est pas toujours facile. On pourrait partir sur des orientables. L'idée, c'est on suit le mouvement du soleil et on oriente. Là, par contre, la mise en œuvre est excessivement chère, puisque ça veut dire rajouter de l'électronique, de l'électrique, des moteurs, du poids en plus. Il y a une chose, c'est toujours le principe de dire si on doit réparer, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un moteur de toit qui, pour une raison X brûle, que fait-on? Il faut trouver le même moteur, il faut démonter, réparer. Voilà, c'est encore des choses en plus. Au niveau de l'entretien, parce que ils sont sur le toit, on n'y va pas tous les jours, on n'a pas un toit terrasse. On aurait bien aimé, mais... C'est vrai qu'on aurait bien aimé ce toit terrasse. L'avantage aussi de tout ce qui est rigide, c'est que c'est quand même assez costaud. Alors bien sûr, on va pas les nettoyer en tapant dessus. Une échelle, un jet d'eau et une serpillière suffit amplement. Alors nous, on a trouvé la solution. Comme les laveurs des carreaux, c'est une petite mousse qu'on vient mettre au bout d'un balai, tout simplement, télescopique, 1,50 m. On le trempe dans l'eau et on nettoie. Et un petit coup, on retourne un petit coup de raclette et c'est fini. Ça ne demande pas plus. Est-ce que c'est plus clair pour toi maintenant, ma chérie? Ça m'a l'air bien plus clair quand même. Je pense pas avoir d'autres questions pour le moment. Enfin, si, peut-être une autre question, c'est maintenant qu'on a chargé toute notre énergie grâce aux panneaux solaires, comment ça se passe pour aller jusqu'aux batteries? Allez chérie, on descend, on va voir ça immédiatement.
Bon chérie, maintenant tu as compris. Ouais, 6 Donc- batteries, 160 ampères-heure. Monter en série pour faire 24 volts et du coup 3 en parallèle. Enfin, le bloc de 2. Là, si elle a compris, tout le monde a compris quand même, hein, parce que la technique, c'est pas son fort. Donc effectivement, on a 6 batteries 12 volts, montées en série pour faire un total de 24 volts, par rapport à notre camion, qui est lui monté en 24 volts, et l'utilisation en interne. Panneaux solaires, 5 panneaux solaires. on est bon, à 1800 watts, Et on a choisi des lithium. et on a choisi des lithium. Bon, mais moi quand je vois ça, Donc on a dit, cette énergie arrive sur les panneaux solaires, et on va les mettre dans la batterie. C'est le MPPT, qu'est-ce que c'est ça? le MPPT, le Maximum Pumping Tracking. MPPT, c'est un appareil qui lui va avoir un rôle d'un petit peu de convertisseur. C'est-à-dire que c'est lui qui va adapter la tension de vos panneaux solaires pour remplir votre batterie. Et c'est celui-ci. Bon alors c'est bien joli tout ça, hein, mais j'ai bien compris ton MPPT qui va un peu réguler. Mais en dessous du MPPT, moi je vois des poignées et d'autres petits boîtiers. Ça fait déjà beaucoup. Hein. On a mis 2 sécurités. La première sécurité, ces fameuses poignées. Tout simplement, on vient déconnecter le panneau solaire de l'ensemble du système. Quelles circonstances on vient les déconnecter? Par exemple, si on a un souci sur le toit, on a besoin de toucher le panneau solaire, faire des réglages, toucher les câbles. Il y a beaucoup de puissance qui passe au travers, on coupe les panneaux solaires, on intervient en toute sécurité. Le deuxième petit boîtier dessous, ce qu'on appelle les batteries protect. On a mis une sécurité sur les batteries, détecte une anomalie de fonctionnement sur la batterie, quoi qu'il arrive, ça coupe la batterie. On la met toujours en sécurité. Donc toujours pour revenir à mon utilité à l'intérieur du camion, on a plusieurs types de branchements. On a du 12 volts pour recharger par exemple les téléphones, on a du 24 volts, on a du 220 volts. Et alors du coup, comment ça se gère? Comment tu récupères l'énergie des batteries pour alimenter le 24 volts ou le 220 volts du camion? Donc on a une énergie en 24 volts, et bien on va la transformer en 12 volts. Ce qu'on appelle un convertisseur qui va convertir donc le 24 volts en 12 volts. Voilà, le 24-12 qui veut dire donc convertisseur de 24 en 12 volts et 30, les 30 ampères. Il n'ira pas au-delà. On en a deux, 24-12, tout simplement par rapport au nombre d'appareils. Et ce petit dernier, 24-24? C'est qu'il fait chargeur. Bon, je suis encore un peu perdue. Je croyais que venait charger les batteries avec les panneaux solaires. En quoi on va avoir besoin de venir charger en 24 volts? Ce chargeur 24-24 ne dépend plus des panneaux solaires et ni de la conversion du 24 en 12 volts. Ce 24-24, Laisse-moi deviner. Le camion est peut-être responsable. exact. 24 vient du camion et comme nos batteries maintenant sont montées en 24, il n'y a pas besoin de faire une conversion, on reste 24-24. Donc notre camion peut venir recharger un petit peu nos batteries. On roule. On roule. On a fait le choix d'utiliser la puissance disponible du camion. Donc cette puissance vient d'où? Tout simplement de l'alternateur. Donc l'alternateur d'un véhicule quel qu'il soit, c'est celui qui fabrique de l'électricité pour venir recharger les batteries du véhicule. On a un petit peu de disponibilité que de toute façon l'alternateur va produire quoi qu'il arrive. D'une part, il va recharger les batteries du camion et le reste, on va dire, est perdu. Donc nous, on ne va pas le perdre, on va le récupérer. Les batteries, il faut qu'on puisse bien les charger, donc on utilise ce fameux chargeur. C'est si simple que ça de brancher juste l'alternateur sur le chargeur? Alors oui, sur la forme, c'est simple. Maintenant, on ne peut pas le faire en direct parce qu'il faut forcément un appareillage. Donc l'appareillage qu'on a mis en place, celui-ci s'appelle le Buck Boost. Donc lui, c'est un appareillage... Sympa le petit nom. Ouais, Buck Boost. Lui va faire justement l'intermédiaire entre l'alternateur et le chargeur pour essayer de prendre un maximum de ce qui reste de l'alternateur pour pouvoir l'injecter dans les batteries. On a fait une modification, donc ça c'est une petite astuce parce que tout le monde peut le faire. En fait, on a fait modifier l'alternateur. On a demandé à avoir ce qu'on appelle un alternateur renforcé. Petite question, ça c'est parce qu'on a un camion ou est-ce que sur n'importe quel véhicule, à savoir un van ou simplement un plus petit véhicule, on peut avoir ce genre de technologie? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? On l'appelle le Buck Boost. Mais sinon, le nom un peu plus simpliste qu'on appelle un coupleur séparateur, c'est un petit appareil, on vient coupler l'alternateur sur la batterie et on vient en séparer ce dont on a besoin. Mais oui, on peut le faire. Bon, ça m'a l'air pas mal. Je vois encore des gros boîtiers, moi. Hein. À quoi ils servent ces deux gros boîtiers? On va commencer avec le plus simple, le plus petit, celui-ci. Un chargeur universel. Qu'est-ce que c'est un chargeur universel? C'est justement un chargeur capable d'accepter n'importe quelle tension, le fameux voltage. Donc ça, c'est le cas échéant si on a besoin de se recharger avec une prise électrique.
En France, en Europe, on est sur 220-230. Par contre, sur le territoire américain, où on va aller, on parle de 120 volts. Donc, il nous faut un chargeur capable d'accepter n'importe quel voltage. Celui-ci accepte entre 90 volts et 400 volts de charge. Ce qui veut dire que globalement, on peut se recharger n'importe où dans le monde. C'est clair pour ça, mon cœur? C'est clair pour ça. Le deuxième est aussi un chargeur. Mais celui-ci, c'est un chargeur uniquement, on va dire, européen pour le 230 volts. Mais il est plus gros parce que lui aussi fait convertisseur. Et c'est le fameux porte-four. Donc lui, il va convertir en 220 volts. Bon, il reste un tout petit boîtier là, tout caché, mais moi je le vois quand même. Celui-ci, c'est une petite astuce. Si le cas échéant, pour des raisons X ou Y, que les batteries de Stern sont défectueuses, il faut qu'on puisse se déplacer, c'est la priorité. Auquel cas, on a un petit bouton dans la cabine de Stern sur lequel, quand on appuie, en fait, on va siphonner l'énergie de nos batteries en lithium pour pouvoir démarrer Stern et donc bouger le tout. Parce que Ouais, c'est la ça, c'est priorité. sécuritaire. Voilà, c'était important. Donc on a ce petit branchement en plus. Mais